Bien, nous pouvons recommencer. Alors, cette idée de situer cette série de non-publications à l'intérieur des contextes qui auraient peut-être pu produire l'édition de ce texte peut être organisée, comme je disais, autour de cette forme, cette modalité de publication des œuvres dramatiques, mais particulièrement de Shakespeare, dans le monde élisabétain. Et ensuite, et en gros, la thématique pourrait être celle de relier, délier Shakespeare, c'est-à-dire la conscience d'une unité d'œuvre et d'un rapport entre un auteur et un texte plus ou moins marqué, plus ou moins présent dans différentes formes de publication. Ces interrogations ont pu retrouver un intérêt ou une actualité récemment en France, puisque a été découvert dans les collections de la bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer dans le Nord un exemplaire du folio de 1623, ce qui est assez rare à l'heure actuelle de trouver de nouveaux exemplaires. Et donc du coup, autour de ce folio dont je parlerai peut-être la fois prochaine, puisque ce qui est intéressant, Saint-Omer, c'est un collège jésuite pour des catholiques anglais. Donc c'est le rapport qui se trouve posé de la lecture de Shakespeare dans un univers qui était celui de l'enseignement jésuite avec un public qui était celui des enfants des familles catholiques anglaises. Mais au-delà de cette particularité très importante de la présence de ce folio dans la bibliothèque des jésuites de Saint-Omer, il y a la discussion autour, évidemment, des formes de publication. Alors, la première forme de publication du vivant de Shakespeare, c'est une forme de publication qui n'est jamais sous la modalité du livre, mais sous celle de pamphlet. Pamphlet, c'est la désignation dans le vocabulaire de la Station House Company, des libraires et imprimeurs, non pas parce que ce sont des pamphlets au sens politique ou polémique du terme, mais parce que là, cela définit un objet typographique depuis en 1586 qui est formé d'un nombre limité de feuilles d'imprimerie qui n'est pas relié, mais qui donne un livret cousu et broché. Et c'est cela la définition du pamphlet dans le vocabulaire de la librairie ou de l'édition. Et c'est là la première forme de publication, aussi bien des poèmes que des pièces de Shakespeare. Et Shakespeare, d'ailleurs, utilise le mot dans une dédicace du Rape of Lucrece, le viol de Lucrèce, au comte de Southampton, un des poèmes des années 1593-1594, lorsqu'il lui dit, la traduction, « L'affection que je porte à votre seigneurie est sans limite, ce pamphlet, ce petit ouvrage, sans commencement, n'en est qu'une parcelle superflue. » Donc le mot pamphlet a bien cette désignation, cette forme qui est les publications in quarto. Conséquence, la fragilité de cette forme de publication et du coup la rareté des éditions quarto dans les bibliothèques. À l'opposé, par exemple, du premier folio de 1623. On dit que c'est un livre rare parce que c'est un livre sans prix ou d'un prix exorbitant la dernière fois où il est passé sur le marché, mais il y en avait 232 exemplaires connus et maintenant 233 grâce au folio de Saint-Omer, c'est-à-dire que c'est un livre rare très présent. La rareté a été aussi organisée au XIXe siècle par le fait qu'un collectionneur de Washington, M. Folger, voulait acquérir tous les exemplaires ou le plus grand nombre d'exemplaires possibles ce premier folio de 1623, à la fois pour des raisons d'hubris de collectionneur, d'avoir la totalité d'une entité
tous les exemplaires du premier folio, mais aussi pour des raisons savantes ou scientifiques, puisque les modes d'impression au cours des XVIe et XVIIe siècles permettent des corrections en cours de tirage et permettent d'introduire des variantes entre les différents exemplaires d'une même édition. Et donc, d'avoir la totalité des exemplaires peut aussi avoir une fin scientifique de faire une collation du texte pour une édition ou pour un commentaire. Mais le résultat de cela est qu'il est extrêmement rare de rencontrer les éditions des pièces ou des poèmes dans le format quarto de ce pamphlet fragile, vulnérable. Par exemple, pour la première édition d'Hamlet, 1603, très longtemps il n'y a eu qu'un exemplaire connu, et aujourd'hui on dispose de 2 exemplaires, un à la British Library et l'autre à la Huntington Library en Californie. Pour le poème Venus and Adonis de 1593, il y a un seul exemplaire survivant de la première édition qui se trouve à la Bodleian Library. Donc, cette première forme de publication est une forme vulnérable, fragile, qui prouve aussi que l'on n'attache pas une importance particulière à ces modes de publication, qui seraient plus près de publications de périodiques dont on peut se séparer que de la canonisation sous la forme d'un livre que l'on doit ou que l'on peut conserver et révérer. À travers les quartos qui ont subsisté, on peut voir une histoire de la construction de l'auteur Shakespeare par l'édition. On peut le voir puisque apparaît pour la première fois en 1598 son nom, William Shakespeare, sur des éditions quarto. La seule qui est une édition d'une pièce nouvelle est la pièce qui est Peine d'amour perdu, A Pleasant Conceited Comedy Called Love's Labour Lost, et qui mentionne le nom de Shakespeare sans d'ailleurs lui attribuer totalement la paternité de la pièce, puisque la formule est newly corrected and augmented by William Shakespeare. Alors on ne sait pas si c'est Shakespeare qui a augmenté et corrigé une œuvre qu'il avait écrite, ou si c'est une œuvre qui existait auparavant et qui a été corrigée et augmentée par lui. Mais c'est la première apparition du nom sur une pièce nouvelle, et cette même année, le nom apparaît aussi sur des rééditions, une réédition de Richard II, qui est la seconde édition, et une réédition de Richard III, qui est la troisième édition de la pièce, les précédentes éditions ayant été publiées selon une norme assez majoritaire, sans aucun nom d'auteur, de dramaturge assignant ou assigné au texte. La pratique était majoritairement, avant 1600, d'ignorer les auteurs ou l'auteur et ne mentionner sur la page de titre que le titre et parfois le genre, le nom de la troupe qui a représenté la pièce et les lieux ou les dates des représentations. Par exemple, en 1599, le second quarto de Roméo et Juliette, qui est imprimé par le même éditeur que le quarto de Peine d'amour perdu qui mentionne Shakespeare, ce second quarto de Roméo et Juliette indique que cette pièce est publiée comme elle a été jouée publiquement et à diverses reprises par les serviteurs de l'honorable Lord Chamberlain, puisque jusqu'en 1603, la troupe de Shakespeare appartient au Lord Chamberlain, au chambellan, et pas au roi. C'est à partir de 1603 que la troupe devient la troupe des hommes du roi, des Kingsmen, des comédiens du roi. Et l'on voit ici que lorsqu'il est mentionné sur les pages de titre, comme elle a été sundry times publicly, qu'elle a été jouée plusieurs fois et publicly, cela veut dire qu'elle a été représentée dans l'un de ces public amphitheaters, dans ce cas le Globe, et que le public se réfère à ce mode-là
de représentation, et non pas à des représentations dans des espaces clos, comme par exemple le théâtre des Blackfriars que l'on avait rencontré avec le chevalier l'ardent Pilon. À partir de 1598, on voit la construction de la figure d'auteur de Shakespeare à partir d'un certain nombre de dispositifs. Et ces dispositifs ne sont pas nécessairement liés avec l'idée que Shakespeare est l'auteur du texte. C'est-à-dire qu'on est dans un monde très différent du nôtre, dans lequel, dans notre monde, en général, le nom d'auteur et l'écrivain sont un. Dans ce monde-là, le nom d'auteur peut être séparé de l'identité de qui a écrit, puisqu'il peut être manié comme un argument publicitaire pour faire vendre des ouvrages en leur attribuant ou en les disant écrits par un auteur dont la réputation est déjà construite et visible, mais sans qu'on se préoccupe beaucoup, tout en le sachant, qu'il y a une attribution là qui est commerciale. Le nom d'auteur comme commodity, comme une marchandise, beaucoup plus que comme une identité, c'est-à-dire liée à l'individu. Alors à partir de 1598, ce sont les deux éléments qui vont de pair, c'est-à-dire la promotion de l'écrivain Shakespeare et d'autre part l'utilisation du nom d'auteur Shakespeare. Parfois, ils sont liés l'un à l'autre et parfois séparés. Cette promotion, elle commence en 1598 avec un texte sur lequel je dirai un mot plus tard, le Paladis Tamia de Francis Mears, qui est très souvent cité et qui compare Shakespeare le dramaturge à Plaute et Sénèque comme le plus excellent, the most excellent, dans chacun des genres, c'est-à-dire la comédie avec Plaute et la tragédie avec Sénèque. Et du coup, le nom prolifère sur les pages de titres. Il figure sur, comme je le disais, des rééditions de pièces antérieurement publiées sans son nom. Ainsi, non seulement ces deux quartos de 1598 de Richard II et Richard III, mais aussi le quarto en 1599 de la première partie d'Henri IV. D'autre part, le nom paraît, ou parfois les initiales, sur des recueils poétiques dans lesquels on ne trouve qu'un nombre limité d'œuvres de Shakespeare. C'est le cas en 1599 d'un recueil de poèmes qui s'appelle Pèlerin passionné, The Passionate Pilgrim, qui est publié par William Jaggard et qui est dit by W. Shakespeare. Alors qu'en fait, il n'y a dans cette anthologie que 4 poèmes qui sont de Shakespeare, qui sont d'ailleurs des poèmes extraits de Peine d'amour perdu de l'année précédente. Et on voit de la même façon que des œuvres théâtrales lui être généreusement attribuées sur la page de titre, soit avec son nom, soit avec les initiales WS. Et c'est cela qui éclaire cette augmentation du corpus shakespearien en 1664, lorsque je disais que dans le 3e folio, 7 nouvelles pièces ont été insérées. Et ces 7 nouvelles pièces, toutes, avaient été publiées en format quarto, soit avec William Shakespeare, soit avec les initiales. Et celles qui avaient été publiées avec son nom sont le London Prodigal, Yorkshire Tragedy ou Sir John Oldcastle, toutes des pièces qui ne vont pas rester dans ce corpus shakespearien, puisque dès le XVIIIe siècle, les éditeurs vont commencer à les publier dans des volumes à part, pour finalement, après, ne plus les publier. Des 7 pièces qui avaient initiale ou nom de Shakespeare sur un quarto d'avant 1620, la seule qui subsistera dans le corpus shakespearien est Pericles. Toutes les autres disparaîtront. Mais ce qui veut dire qu'on a l'utilisation de son nom pour des pièces dont on peut vraisemblablement penser qu'évidemment, il ne les a jamais écrites. Ce qui trouvera un écho dans une plainte permanente de Lope de Vega,
qui se plaignait non pas qu'on lui volait ses textes par un auteur qui y mettrait son nom, mais qu'on lui volait son nom pour le mettre sur des pièces qu'il n'avait pas écrites et qu'il jugeait évidemment indignes de sa plume. C'était la pratique de l'édition des pièces du théâtre espagnol sous la forme de partes, 12 pièces d'auteurs différents, mais où on utilisait le nom de Lope sur la page de titre, comme si toutes les pièces avaient été de Lope de Vega, ce qui était un puissant argument de vente. On voit donc que c'est une autre illustration de cette discontinuité entre un monde qui est le nôtre et qui est sans doute celui du XVIIIe siècle, où on voit naître le plagiat comme délit, et préalablement comme tromperie, c'est-à-dire s'emparer du texte d'un autre et y mettre son nom. Dans le monde antérieur, on est dans la situation inverse. Le plagiat n'est pas constitué comme délit, non à peine reconnu comme tel, puisque dans cet univers-là, les histoires appartiennent à tout le monde, les formules peuvent être réemployées et il n'y a pas de propriété intellectuelle. Et donc, ce qui devient l'offense, l'insulte, c'est non pas de s'emparer du texte pour mettre son nom, mais de s'emparer du nom pour des textes qui, parfois, l'auteur n'en est pas conscient, ou même s'il en est conscient, comme Lope de Vega, déchaîne sa colère. Un autre trait qui montre cette puissance de la figure d'auteur shakespearienne, et comme je le disais, en rapport ou non avec l'homme, l'écrivain, l'auteur Shakespeare, c'est dans un cas paroxystique le quarto de 1608 du Roi Lear, dont la première page dans les premières lignes sur la page de titre sont Master, enfin M. William Shakespeare is, en lettres majuscules, is King Lear. Enfin, le titre plus long, is True Chronicle History of the Life and Death of King Lear and His Three Daughters. C'est-à-dire le fait que là, c'est rare, is King Lear. Et c'est une raison qui n'est pas du tout liée à une démesure shakespearienne qui voudrait exprimer sa puissance créatrice. C'est le fait que pour le libraire-éditeur, il faut pouvoir vendre ce King Lear, alors que 3 ans avant, en 1605, une autre pièce qui est sur le même sujet, The True Chronicle History of King Lear and His Three Daughters, c'est pratiquement le même titre, a été mis en circulation pour John Wright, et c'est une pièce d'ailleurs anonyme, mais puisque Shakespeare écrit à son tour un King Lear 3 ans plus tard, ou du moins est publié 3 ans plus tard, il faut trouver un argument fort pour imposer ce nouveau King Lear, et donc c'est cette idée, puisque la réputation de Shakespeare et la valeur symbolique ou marchande de son nom s'est imposée, d'affirmer très puissamment que ce King Lear-là, il est de William Shakespeare. C'est son King Lear, his True Chronicle History de King Lear. On voit donc qu'il y a là un empressement à mobiliser un nom propre à partir de 1598, qui découle évidemment d'une réputation conquise par l'écrivain, mais qui, dans la plupart des cas, se lie à des contraintes du marché du livre. Et donc, dans ce cas-là, on peut dire que ce sont les éditeurs qui font les auteurs, dans la mesure où, comme on le voit, utiliser le nom de Shakespeare pour des œuvres qu'il n'a vraisemblablement pas écrites, ou pour un livre qui ne comporte que peu d'œuvres de lui, mais qui lui est attribué tout entier, marquer pour la concurrence entre libraires et éditeurs cette identité shakespearienne d'un texte qui déjà, sous une autre forme, par un autre auteur, a circulé auparavant, rééditer des œuvres qui shakespeariennes ne portaient pas son nom, mais qui désormais sont identifiées comme telles. Ce sont toutes les stratégies qui, évidemment, se mettent au service d'une construction de l'auteur par l'édition. Et ceci ne doit pas de faire oublier non plus 2 autres caractéristiques. D'une part,
ce mouvement n'est pas le fait ni de toutes les éditions, ni de tous les éditeurs. Par exemple, les rééditions de Titus Andronicus de 1600 ou 1611 restent anonymes. Par exemple, celle de Roméo et Juliette de 1599, comme je viens de le dire, de 1609, de 1622, ne mentionnent pas le nom de Shakespeare. Donc il y a une permanence d'une autre forme de publication où finalement le nom du dramaturge n'importe pas fondamentalement. Et ce qui importe, c'est le lieu, le temps, la compagnie. Et d'autre part, même lorsque le nom propre arrive, il doit partager la page de titre avec d'autres acteurs, si je peux dire, du texte de théâtre. On peut prendre comme exemple le premier quarto d'Hamlet, celui qui ne subsiste qu'en 2 exemplaires, à Londres et à la Huntington Library, de 1603. Le texte indique que, bien sûr, le nom de Shakespeare est présent, mais la page de titre développe cette pièce, comme elle a été plusieurs fois jouée par les serviteurs de son Excellence dans la cité de Londres, comme aussi dans les 2 universités de Cambridge et Oxford et ailleurs. On voit donc qu'il y a là toute une série d'assignations à des compagnies. D'abord celle des serviteurs de son Highness, c'est le moment où il y a encore, la troupe appartient encore au Lord Chamberlain, et d'autre part les 2 universités de Cambridge et Oxford, et puis elsewhere, donc des troupes aussi itinérantes et ceux qui représentent dans les universités les pièces. Donc une pluralité de références à des lieux et à des troupes. Et il est même ajouté, comme elle a été jouée devant Sa Majesté le Roi à Whitehall dans la nuit de la Saint-Étienne pendant les fêtes de Noël. Alors, une erreur, le Highness était déjà le roi, par les serviteurs de Sa Majesté qui jouent ordinairement au globe sur le Bankside. Donc on dédouble les lieux de représentation par la troupe des hommes du roi. Effectivement, c'est dès le début de l'année 1603, ou un peu plus avant, que la troupe est passée du Lord Chamberlain à la troupe du roi, ce qui explique ce que je viens de dire et la correction qu'il faut imposer à ce que j'ai dit avant. Et d'autre part, on voit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire la temporalité. Lorsqu'il est dit, elle a été jouée le nuit de la Saint-Stephen, in Christmas holidays. Et vous savez que le cycle des 12 jours, qui commence avec le jour de Noël et se termine avec la nuit des rois, Twelfth Night en anglais, est un cycle particulièrement intense pour des représentations de théâtre. C'est aussi un site pour les pratiques folkloriques. Il y avait un livre entier de Van Gennep sur le cycle des 12 jours, où dans la tradition, toute une série de réjouissances, de mascarades arrivent. Mais dans les cours, le cycle des 12 jours était un cycle où il y avait une intensité des divertissements, et en particulier des représentations de théâtre. Et là, on voit que le Roi Lear a été joué à la cour, à Whitehall, l'un de ces jours, compris dans les Christmas Holidays, c'est-à-dire la Saint-Étienne. Et on explique aussi le titre de Twelfth Night, la nuit des rois, qui est supposée être arrivée et a peut-être été aussi représentée le 12e nuit, c'est-à-dire à la fin de ce cycle. On voit donc d'une part que cette présence octoriale sur les quartos, elle n'est pas systématique, universelle, même pour un auteur qui a gagné la réputation suffisante pour y figurer, et d'autre part, elle n'est pas exclusive du maintien de la dimension fondamentalement collaborative de ce qu'est le théâtre, depuis l'écriture de la pièce jusqu'à sa représentation. Et rappeler les circonstances des représentations sur les pages de titre des quartos est peut-être aussi une manière de désigner ou un effort de combler
l'écart entre le public des représentations et le public des lecteurs. Public des représentations qui est nombreux, comme je le disais, puisque non seulement chaque représentation dans un théâtre donné peut rassembler 2 à 3 000 personnes, mais qu'il y a une pluralité de théâtres qui jouent en même temps dans ces années-là à Londres et qui jouent pratiquement tous les jours. Donc c'est une énorme offre de spectacles et pour un public très vaste, très large, depuis les aristocrates jusqu'à un public plus populaire et en passant par cette bourgeoisie londonienne qu'on l'on voit dans le chevalier à l'ardent Pilon. Parce que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est le fait que malgré le très faible coût de ces in-quarto, de ces pamphlets, beaucoup de pièces n'ont jamais été publiées. On a pu une oscillation. Pour David Scott Castan, c'est seulement 20%, une pièce sur 5 qui a été publiée. Et pour un ouvrage où Douglas Brooks comparait les titres que l'on connaît avec les éditions que l'on a pu recenser, il arrivait à un pourcentage un peu meilleur, mais qui est tout de même autour d'un tiers, c'est-à-dire seulement une pièce sur 3 a été publiée. Donc, le théâtre élisabétain est un continent perdu de textes dont on connaît les titres et dont on n'a pas les textes. De ce point de vue-là, le Cardenio ne serait pas particulièrement exceptionnel. Il participerait de cet univers de pièces sans texte. Et même pour Shakespeare, cela peut être vrai, puisque, anticipant sur ce que je vais dire plus tard, lorsque, en 1623, Hemmings and Condell décident de publier les pièces de Shakespeare, ils en publient 36, comme je l'ai rappelé, 18 n'avaient jamais été publiées dans un format quarto. Donc, sans leur initiative, certaines des pièces les plus souvent représentées aujourd'hui dans le monde n'existeraient que sous la forme d'un titre. Donc, il y a là une première réalité, c'est-à-dire que le théâtre est fait pour être joué et que dans beaucoup de cas, que les pièces n'intéressent personne dans leur forme imprimée. En tous les cas, elles ne mobilisent pas des libraires ou imprimeurs éditeurs qui seraient à même de les publier, malgré le faible coût de production que représente un pamphlet. Et d'autre part, un argument qui avait été fait par Peter Blaney est que beaucoup de ces pièces n'ont qu'une seule édition. Et les rééditions sont toujours minoritaires. Avant 1622, c'est une pièce sur 2 qui a plus d'une édition. Et entre 1623 et 42, c'est seulement 30% des pièces qui ont une réédition. Donc, il ne faut pas avoir une idée du marché du livre dramatique comme étant particulièrement vigoureux ou profitable pour les libraires ou les imprimeurs éditeurs, ce qui nous renvoie effectivement aussi à la caractéristique du genre, et où la figure dominante paraît bien cette idée d'une écriture pour la représentation, sans qu'il y ait un intérêt particulier de personne, ni le dramaturge, ni la compagnie, ni les libraires imprimeurs et imprimeurs pour les publier. Face à cela, il y a effectivement une figure minoritaire qui est celle des dramaturges qui se considèrent comme des poètes et pas simplement comme des company-men, des gens qui alimentent les représentations et qui du coup peuvent avoir une attention plus particulière pour la publication des textes qui rendent justice à l'art poétique plus que ne le fait la représentation, particulièrement dans les public amphitheatres, où on doit imaginer que les conditions de transmission du texte étaient loin d'être idéales pour sa compréhension. Ceci aussi, un autre contrepoint, c'est évidemment le fait que pour certaines pièces,
il y a un succès de librairie. Dans le cas de Shakespeare, c'est essentiellement les pièces historiques. Richard II et Richard III, avant sa mort, 1616, ont connu 5 éditions, et la première partie de Henri IV, 6 ou 7. Donc, peut-être un statut particulier des histories, parce que les histoires sont à la fois la publication de quelque chose qui a été représenté, mais elles peuvent aussi participer d'un autre horizon de lecture, c'est-à-dire l'horizon de l'histoire tout court, dans lequel les pièces dramatiques ne sont pas foncièrement différenciées d'autres textes de nature historique. Et donc peuvent avoir un public qui ne s'intéresse pas particulièrement au théâtre, mais qui s'intéresse à l'histoire. On peut en trouver d'autres traces. Donc, première vie, les quartos, et première question, pourquoi Cardenio n'a-t-il jamais été publié dans le format quarto? La réponse assez simple serait que la pièce, de ce point de vue, a connu le sort majoritaire des pièces élisabéthaines et des premiers Stuart, avec ces pourcentages de pièces publiées qui est 1 sur 5 ou peut-être 1 sur 3, mais pas plus. Et d'autre part, elle a connu, si elle était shakespearienne au moins pour partie, le sort de la moitié des pièces shakespeariennes avant 1623, c'est-à-dire des pièces qui, pas plus que d'autres pièces, ont été publiées. Donc ça, pour la première non-publication, entre 1613 et 1642, la Révolution. La deuxième forme de présence et de vie imprimée des pièces shakespeariennes, toujours dans le format quarto, est lorsque ces pamphlets ont été reliés avec d'autres pièces ou avec d'autres œuvres. Là, on est de côté du geste du possesseur des imprimés, non pas du dramaturge, non pas du libraire éditeur, mais d'un possesseur de pièces dont l'objectif est de préserver ces pamphlets très fragiles, si on les conserve sous leur forme séparée, et donc du coup de les faire relier avec d'autres. Et à partir de ce moment-là, on a un livre qui a des taux de survie évidemment beaucoup plus forts que ces pamphlets. C'est la raison pour laquelle je disais qu'il est exceptionnel de rencontrer dans les bibliothèques les pamphlets dans leur forme originelle, c'est-à-dire comme pamphlets, et non pas comme ayant été reliés à l'intérieur d'un livre. Et lorsqu'on a la chance de pouvoir analyser ces gestes de possesseurs qui font relier ensemble plusieurs pièces, on peut poser des questions intéressantes sur le rapport justement entre le genre et l'auteur. On a une collection qui est celle de Sir John Harrington, qui est mort en 1612. Et on a une liste des quartos dans chacun des livres qu'il possédait et qu'il avait organisés en demandant que soient reliés ensemble des pièces. On voit que dans sa bibliothèque, il avait 135 pièces et réunies dans 11 volumes, puisque là, il s'agit de volumes qui ne relient ensemble que des pièces de théâtre. C'est presque la formule des partes espagnols, puisqu'il y en aurait 135 pour 11 volumes, on est autour de la douzaine de pièces par volume. De Shakespeare, il a 16 pièces, mais l'intéressant, c'est que ces 16 pièces sont dispersées entre 6 des 11 volumes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de conscience d'auteur. Ce qui veut dire que ce qui domine sa pratique de reliure, c'est le genre, mais pas les identités des auteurs lorsqu'elles étaient explicites sur la page de titre ou connues. Certes, un des volumes, le premier volume, a 5 pièces de Shakespeare,
Mais seulement 5, puisque le reste des autres pièces sont 3 pièces de Ben Jonson, une de Chapman, une anonyme, The London Prodigal, qui était une pièce attribuée à Shakespeare, et Locrine. Donc, ce qui veut dire que dans les 5 pièces il y a 5 pièces de Shakespeare qui sont restées shakespeariennes et qu'il avait mis ensemble, évidemment, ces 2 autres. Donc, il y avait une esquisse là, d'un volume dans lequel une figure dominante, celle de Shakespeare, apparaissait, mais néanmoins, il y avait aussi un Old King Lear, qui est sans doute le King Lear de 1605, contre lequel est publié le King Lear de 1608, is King Lear, Shakespeare's King Lear, et Ben Jonson et Chapman et une pièce anonyme. Donc, la règle, ce sont les miscellanées, même quand se dessine quelquefois une dominante d'auteur, ce qui reste fondamental, c'est l'unité de genre. Et on peut même ajouter à cela que dans la liste, lorsqu'on lit pour voir si les pièces sont attribuées, sur les 135 pièces, seulement 17 ont un nom d'auteur. Et quand je disais 5 pièces shakespeariennes, ça ne veut pas dire qu'elles étaient identifiées comme shakespeariennes par ce catalogue. Il y a seulement 17 pièces qui ont un nom d'auteur, et lorsqu'on trouve le nom d'auteur William Shakespeare, c'est à côté de 4 pièces, King Lear, bon, son King Lear, les Joyeuses commères de Windsor, A Yorkshire Tragedy and The Puritan Widow, qui sont 2 pièces effectivement, où nom ou initial était sur la page de titre du quarto et qui entrent dans le 3e folio. Mais vous voyez donc qu'il n'y a pas du tout d'organisation à partir d'une identité octoriale, ce qui a pu commencer à exister dès l'âge du manuscrit, lorsqu'on pense par exemple à la manière dont ont été reliées les œuvres de Pétrarque. Comme l'avait montré Armando Petrucci et une de ses étudiantes qui avait fait une thèse avec lui, à partir du milieu du XIVe siècle jusqu'au milieu du XVe siècle, on voit de plus en plus s'imposer des reliures de Pétrarque avec lui-même, c'est-à-dire des livres manuscrits dans lesquels on ne trouve qu'une œuvre de Pétrarque ou que des œuvres de Pétrarque. C'est-à-dire qu'il y a déjà un principe de fonction auteur, pour parler comme Foucault. L'idée que chez le lecteur, il y a l'idée qu'il faut isoler, séparer, construire un livre où le texte et l'auteur vont de pair. Mais cette tradition-là n'apparaît pas pour les pièces de théâtre, et lorsque Harrington fait relier ces 11 volumes, il est clair que, d'une part, au moins dans la liste manuscrite des titres, les attributions d'auteurs sont tout à fait minoritaires, 17, et que d'autre part, dans le contenu des volumes, même le premier, qui est plus shakespearien que les autres, normalement, on rencontre des miscellanées où le nom d'auteur n'importe pas non plus. Ce qui importe, c'est la catégorie de genre. Alors, ce qui peut être le prolongement de cette analyse plus systématique, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait le principe, s'il y en est un, de unité de ces volumes de miscellanée. Et il y a un très beau livre récemment publié de Jeffrey Todd Knight qui s'appelle Bound to Read, c'est-à-dire mis ensemble, reliés pour lire, pour la lecture. Et c'est un thème très important et très délicat. C'est le fait que dans un moment où une identité texte, auteur n'est pas dominante, on a affaire à des livres qui sont, que le texte soit manuscrit ou imprimé, et que les textes soient manuscrits, imprimés et secondaires, qui sont des mélanges, des miscellanées. Et le Bound to Read vise à comprendre qu'est-ce qui peut faire le principe régissant la mise ensemble
d'un certain nombre de textes dans ces reliures. Et très souvent, d'ailleurs, l'histoire littéraire a oublié cela, c'est-à-dire qu'un livre est plus qu'un livre. Je veux dire qu'un livre comme objet matériel, avec une pluralité de textes, est plus qu'un livre comme une œuvre intellectuelle. Et on a pu très bien, dans ces recueils, isoler un livre comme œuvre et ne pas se préoccuper de ce premier contexte, de cette première intertextualité qui n'a rien de purement textuel, mais qui a à voir avec la coprésence dans un même objet de différents textes. Et dans ce livre, il s'est intéressé, entre autres, à la reliure avec d'autres œuvres, des œuvres de Shakespeare. Alors, 3 exemples. Dans un volume conservé justement à la Folger Library, le 4619, vers 1635, on a 16 pièces. Parmi elles, le premier Henri IV et Richard III. Et quelles sont les autres pièces? Elles portent toutes sur des hommes illustres ou sur des vies de souverains. C'est-à-dire qu'ici, le principe unificateur est un principe d'une certaine forme d'histoire, c'est-à-dire à la Plutarque, les vies parallèles des hommes illustres. Et donc, les pièces de théâtre de Shakespeare, ces deux-là, Henri IV le premier, Richard III, entrent à côté d'autres, mais l'unité, elle est en quelque sorte thématique, des vies illustres, mises sur la scène. Un deuxième exemple, c'est Folger 22335, et où on a Périclès, donc de Shakespeare et Wilkins, mais en tous les cas, c'est sans doute une des œuvres de Shakespeare qui a été le plus souvent représentée et publiée au cours avant sa propre mort, et d'autre part, une pièce un texte de Samuel Daniel, The Queen Arcadia, la reine Arcadie, 1606. Ici, en fait, il s'agit peut-être d'une mise en rapport beaucoup plus matérielle de pamphlets fragiles, vulnérables et qui sont rapprochés sans que l'on puisse détecter une nécessaire relation entre les deux textes. Et le troisième exemple, c'est le fait des poèmes, la mort de Lucrèce, le viol de Lucrèce, ou Vénus et Adonis, que l'on rencontre avec d'autres poèmes, et dans des miscellanies où on trouve à la fois des textes imprimés et des pièces manuscrites. Et là, le principe d'unité serait à nouveau un principe non pas de thème, non pas de matérialité, mais un principe d'unité de genre, c'est-à-dire des poèmes. Et comme on le sait, qu'un très grand nombre de poèmes n'ont jamais été imprimés, la circulation manuscrite est, pour les poèmes, peut-être dominante au XVIe et XVIIe siècle, puisqu'elle permet au lecteur de devenir auteur, de faire une œuvre en mouvement, constamment prolongée. Et donc là, l'idée du miscellané est de figer d'une certaine manière cette circulation manuscrite en rassemblant dans le même objet des poèmes manuscrits, des copies manuscrites et des poèmes imprimés. Pour Shakespeare, les pièces ont sans doute, plus qu'on ne le croit, été mises dans des miscellanées parce que cette pratique a pu être occultée par les bibliothécaires des XIXe et XXe siècles. C'est-à-dire repérant dans un miscellané une pièce de Shakespeare, l'idée était évidemment de dérelier ce miscellané, d'extraire la pièce de Shakespeare, de lui donner une magnifique reliure du XIXe siècle, et ainsi d'assurer à la fois dignité et conservation. Ce qui fait qu'on peut trouver des quartos qui ont cette réalité matérielle, c'est-à-dire qu'ils sont superbement, magnifiquement reliés, mais dans une reliure XIXe ou XXe siècle, et qui les a en quelque sorte transformés, mués de pamphlets vulnérables, fragiles, circulant de manière dangereuse pour lui, pour le pamphlet, en un livre, même s'il est bref,
mais qui est devenu un quarto shakespearien. Et cette opération s'est évidemment reproduite pour tous les textes qui ont acquis une certaine dignité, qui étaient dans des recueils et qui ont été isolés des recueils pour être reliés de manière séparée et isolée au cours du XIXe siècle. Et donc, on a très souvent dans les bibliothèques cette mutation de vie depuis le pamphlet jusqu'au livre. Et lorsque les quartos ont subsisté, c'était parce qu'ils étaient dans un premier livre, le miscellané, et c'est ensuite parce que des reliés, ils ont été ensuite reliés pour en faire un petit objet précieux avec une reliure qui doit être équivalente à la dignité du texte. Une troisième vie des textes shakespeariens dès 1600 et avant, évidemment, 1616 ou 1623, c'est le contraire. C'est-à-dire non pas que l'œuvre reliée avec d'autres, mais l'œuvre disséminée avec d'autres sous la forme de citations. Et du coup, dans les anthologies des lieux communs. On est devant une pratique intellectuelle fondamentale de la Renaissance qu'on avait pu un temps un peu oublier, mais que les travaux d'Anthony Grafton, Anne Blair, Anne Moss ont montré la centralité. C'est-à-dire qu'un lecteur renaissant, un lecteur humaniste, il lit pour extraire. Il lit pour extraire des fragments, des citations, qu'il copie et qu'ensuite il redistribue dans un cahier de lieux communs ou des cahiers de lieux communs sous des rubriques thématiques. Et ce qui est extrait relève en général de 3 répertoires. Un premier répertoire qui est un répertoire de faits, d'événements, de descriptions. Donc tout un répertoire qui serait celui finalement de la philosophie naturelle, de l'histoire naturelle ou de l'histoire, c'est-à-dire des attestations de quelque chose, un animal, une bataille, un événement. Le second élément que l'on peut extraire, ce sont des stratégies d'argumentation, des modèles rhétoriques. Et ici, on extrait, non pas pour le contenu, mais pour l'expression, la forme, en particulier des formes d'argumentation ou de démonstration. Et puis, ce qui est le sommet de l'extraction, la recherche du lieu commun au sens propre, c'est-à-dire les sentences, les vérités universelles, les morales générales qui s'appliquent à toutes les situations. Et c'est pourquoi on peut parler de recueil de lieux communs, de recueil de sententiae, de sentences, qui énoncent, comme l'avait dit Francis Goyet dans un très beau livre, le sublime du lieu commun, lorsque le lieu commun est la vérité universelle, qui transcende toutes les particularités, toutes les histoires, tous les événements. Donc, le lecteur renaissant, il lit pour extraire. Parfois, il copie sur un premier support ce qu'il a extrait, comme phrase, sentence, ensuite recopier dans les cahiers de lieux communs où il peut retrouver aisément, sous les rubriques, qui peuvent être des catégories abstraites ou qui peuvent être des réalités empiriques, les fragments de texte qu'il a lus. On a là une technique intellectuelle absolument essentielle, fondamentale et partagée, et qui permet d'ailleurs de comprendre par différence ceux qui ne la pratiquent pas.
c'est-à-dire, par exemple, Montaigne. Montaigne, qui pourrait paraître l'humaniste par excellence, est tout à fait opposé à cette pratique humaniste érudite, puisqu'il n'a pas de cahier de lieu commun, il dit « je n'ai pas de gardoir ». Lorsqu'il rencontre une difficulté, il passe le texte pour aller plus avant. Lorsqu'il cite, c'est parce qu'il va directement dans un livre qui est contre le mur de la bibliothèque et qu'il peut pratiquement recopier littéralement dans des passages parfois très longs, entièrement. Et les annotations de Montaigne sont des annotations qui n'ont rien à voir avec les annotations de cette technique des lieux communs, puisque l'annotation de la technique des lieux communs, c'est une première étape, c'est-à-dire de mettre dans la marge le thème, la rubrique, la topique à laquelle correspond le fragment qui va être ensuite ou copié ou mémorisé. Donc c'est une technique d'annotation qui est extrêmement peu personnelle. Elle est entièrement liée à un modèle intellectuel. Et ce modèle intellectuel suppose peut-être parfois 3 écritures liées à la lecture, l'écriture dans la marge, l'écriture d'une copie sur un premier support de la sentence ou de la phrase ou de la paraphrase extraite du livre, et une troisième qui est la distribution ordonnée dans le cahier de lieux communs qui va servir pour la production d'un nouveau discours par celui qui est de lecteur devient auteur. Et donc, on pourrait dire que la pratique de lecture de Montaigne telle qu'il la représente dans les essais est tout à fait à distance de cette définition dominante de ce qu'est la lecture humaniste. Cette technique des lieux communs, 3 choses pour terminer. La première, elle est souvent désignée par une métaphore. Et cette métaphore, c'est celle de l'abeille qui va de fleur en fleur pour collecter le pollen qu'elle ensuite distribue dans la ruche. Et cette métaphore, par exemple, un poème là, ici de Ronsard, qui est cité par Anne Moos, « Je ressemble à l'abeille qui va cueillant tantôt la fleur vermeille, tantôt la jaune, errant de pré en pré, volant la part qui plus lui vient à gré. Contre l'hiver, amassant force vivre, ainsi courant et feuilletant mes livres, j'amasse, trie et choisis le plus beau, quand sans couleur je peins en un tableau, tantôt en l'autre. Et maître en ma peinture, sans me forcer, j'imite la nature. » Et un texte très intéressant, puisque d'une part, l'idée de l'imitation de la nature est référée à quelque chose qui advient dans la nature, c'est-à-dire la pratique des abeilles, l'idée de la comparaison du livre et de la ruche, l'idée de la comparaison entre l'abeille butinant et le lecteur errant de pré en pré dans ses propres livres. Et le résultat étant que sur cette cueillette et cette distribution peut être bâti un tableau, c'est-à-dire quelque chose qui est propre à l'auteur, mais entièrement pénétré par ces accumulations textuelles. Et on voit aussi la même métaphore chez Montaigne dans le passage sur l'éducation. Les abeilles pillotent de ça, de là les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur. Et ce n'est plus thym ni marjolaine. Ainsi, les pièces empruntées d'autrui, l'enfant qu'il faut éduquer, les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement. Donc une référence à une technique que Montaigne ne pratique pas, puisque, pour boucler ce que je disais sur les annotations de Montaigne, telles qu'on peut les voir dans les livres de Montaigne qui ont été conservés à la BN, à la bibliothèque de Bordeaux ou à Trinity College à Cambridge, sont des annotations toutes différentes. Elles sont en fin de texte, où il fait une sorte de résumé, commentaire, interprétation du livre qu'il vient de lire. Et dans plusieurs cas, il recopiera directement dans les essais certaines de ces formes
glose plus qu'annotation des livres qu'il a lus. Donc on a une centralité d'une technique et comme transition avec ce que je dirais commencerait la fois prochaine, l'édition s'est emparée de cette technique. Elle s'est emparée de cette technique de deux façons. La première, c'est de publier des anthologies de lieux communs, qui seraient en quelque sorte des cahiers ready-made. Les lecteurs trouvent déjà fait le travail que la technique des lieux communs normalement impose, soit par grand domaine de savoir, soit de manière plus universelle. Il y a des anthologies de lieux communs tout près. Et donc, du coup, il y a là une étape du travail qui est non plus nécessaire. Donc, il y a comme genre imprimé les anthologies de lieux communs en général, avec des sentences qui proviennent des auteurs de l'Antiquité, des classiques, les Grecs et les Latins. Quelquefois, on peut voir aussi une formule intermédiaire, c'est-à-dire que ce qui est imprimé, ce sont seulement les rubriques. Et donc, du coup, c'est un de ces objets dans lesquels l'imprimé est en attente d'écriture, puisque une fois qu'il a le cadre de ces rubriques, le lecteur va remplir les rubriques avec ses propres extraits. Donc, c'est une première forme. L'édition s'est emparée du genre pour les incunables, pour faire que des instruments d'écriture soient à la disposition des lecteurs. La deuxième forme, c'est le fait d'indiquer dans certaines éditions où se trouvent les lieux communs, et dans ce cas-là, évidemment, dans la formule la plus sublime, c'est-à-dire les vérités universelles, les principes généraux. Et l'on voit dans des éditions, en France et en Angleterre, des indications typographiques qui permettent au lecteur de savoir, oui, là, il y a un lieu commun. Ces indications peuvent être quelquefois une variation du caractère, c'est-à-dire si le texte, je parle des poèmes et des pièces de théâtre, est imprimé en romain, le lieu commun sera en italique, et inversement. Et surtout, l'utilisation systématique en France de guillemets à l'envers, c'est-à-dire qu'un guillemet qui indique normalement la fin de la citation est placé au début de la citation donnée comme un lieu commun à recueillir, ou bien dans les cas anglais qui s'appellent inverted commas, puisque les guillemets anglais, et au début du lieu commun, on a ce petit signe. Ce qui fait que là, en amont de la lecture, un travail de repérage dans le texte des lieux communs, au sens de sententiae, au sens de sublime vérité universelle, a déjà été fait. Et dès 1600, ces deux pratiques, c'est-à-dire l'anthologie de lieux communs qui donne à lire des fragments d'œuvres, et d'autre part, dans les éditions publiées, l'indication typographique du lieu commun et de l'ensemble de phrases ou de vers qui font le lieu commun sont deux techniques typographiques qui vont être deux modes de circulation, deux modes de la vie imprimée des textes de Shakespeare. Et c'est avec cela que je voudrais commencer le dernier cours de cette année, c'est-à-dire de l'année 2015, la semaine prochaine. Un Shakespeare qui n'est plus relié, dans ce cas-là, relié avec d'autres, en attente du moment où il sera relié avec lui-même, comme dans le cas du Folio, mais un Shakespeare qui est délié, qui est démembré, au sens qu'il y a des extraits, des citations de ses poèmes et de ses œuvres, très tôt, 1600, sont présentes dans une rénovation du genre des anthologies de lieux communs, telle qu'on la voit en Angleterre en ces moments-là, rénovation, puisque, à l'inverse de la longue tradition
des loci communes qui venaient des auteurs de l'Antiquité, grecs ou latins, on a là des auteurs contemporains qui écrivent en langue vulgaire, en anglais, et qui sont devenus à leur tour des objets possibles pour le commonplacing, pour l'extrait qui en fait de certains de leurs vers ou de leurs phrases, qui fait de certains de leurs vers ou phrases des sublimes vérités universelles. Et donc c'est un mode de circulation aussi tout à fait important et évidemment un peu moins attendu que celui des œuvres complètes ou des successifs folios. Merci.